Karen Carpenter, la voix d'or qui enveloppait autrefois le monde de chaleur et de mélodie, semblait vivre un véritable conte de fées. Sa voix était pure, sans effort et inoubliable. Il suffisait de l'entendre chanter pour obtenir un sourire, un sentiment de réconfort, un aperçu fugace de la perfection. Elle chantait « We've only just begun », nous ne faisons que commencer, et cela ressemblait à une promesse. Mais derrière les applaudissements se cachait une réalité bien plus froide. Le monde de Karen était étroitement contrôlé, dossiers médicaux manipulés, relations personnelles façonnées par la pression, et une série de documents clés disparus sans explication. Le jour où elle s'est effondrée seule dans cette chambre silencieuse, les derniers indices de la vérité ont été discrètement effacés. Il s'en est suivi non seulement un déchirement, mais aussi un silence. Un silence qui perdure, des décennies plus tard, car personne n'a osé lever le voile sur les ténèbres qui se cachent derrière son nom. Karen est née en 1950 à New Haven, dans le Connecticut, au sein d'une famille dont les moindres faits et gestes étaient guidés par l'ambition et une volonté inébranlable de réussite. Elle n'était pas seulement une chanteuse, elle était un phénomène. Mais les mêmes forces qui ont contribué à façonner son héritage ont aussi contribué à sa tragique disparition. Ce qui reste aujourd'hui est plus qu'un héritage musical. C'est une histoire encore inachevée, un rappel obsédant que derrière certaines des lumières les plus brillantes de l'histoire de la culture pop peuvent se cacher les ombres les plus profondes. En 1963, la famille Carpenter déménage en Californie pour permettre à Richard Carpenter, le frère aîné de Karen, de poursuivre une carrière musicale. Les changements de cadre de vie et d'horaire d'école faisaient partie d'un plan contrôlé par leur mère, Agnes Carpenter, pour façonner l'avenir des enfants. Dès son plus jeune âge, Karen Carpenter n'a jamais eu le droit de faire ses propres choix. Sa première batterie Ludwig, point de départ de la carrière de Karen, a été accompagnée d'une obligation de résultat. Cela n'a jamais été un simple hobby personnel. La création est la seule explication que je puisse donner. Quand on tombe amoureux, on n'a que des mensonges et de la souffrance. En 1969, les Carpenters ont signé avec AANDM Records et sont rapidement devenus un phénomène international. En l'espace d'une décennie, le duo a sorti 10 albums, remporté 3 Grammy Awards et vendu plus de 5 millions de disques. Des chansons comme Close to You, We've Only Begun It Please, Mr. Postman ont toutes atteint les sommets du classement Billboard. Paul McCartney a dit d'elle qu'elle était la meilleure voix féminine du monde, tandis qu'Elton John a affirmé que Karen Carpenter était l'une des plus grandes voix de l'époque. Enfin, lorsqu'elle a quitté ma loge, je l'ai serrée dans mes bras et elle était si mince. C'est la dernière fois que je l'ai vue. Karen aimait faire des disques. Richard n'était pas en mesure, à ce moment-là, d'enregistrer des disques. Il n'est pas vraiment surprenant qu'elle ait enregistré un disque en solo. Tout au long de sa carrière, Karen Carpenter a fait l'objet d'une surveillance stricte de la part de sa mère et de ses managers. Agnes Carpenter décidait directement quand Karen pouvait se reposer ou apparaître en public. Les manifestations d'épuisement ou de désir de changement de Karen ont toujours été rejetées ou considérées comme des signes de faiblesse. Le processus visant à façonner son image et à maintenir le succès est devenu de plus en plus exigeant. La famille Carpenter a fait des Carpenters une marque, pas seulement un groupe musical, mais un produit géré. Karen Carpenter était à la fois l'âme du groupe et celle qui portait le poids commercial de son succès. Pour le public, elle apparaissait comme une artiste gracieuse et accomplie, sous les feux de la rampe. Mais à l'intérieur, Karen Carpenter s'est progressivement isolée, sans espace personnel ni autonomie sur aucun aspect de sa vie. Les contrats importants, les nouveaux projets et même son emploi du temps personnel étaient tous décidés par Agnes Carpenter et l'équipe de direction. Les amis et les relations sociales de Karen étaient étroitement contrôlées. Seules les personnes approuvées par sa famille et ses supérieurs étaient autorisées à s'approcher d'elle. Ceux qui ont eu des contacts avec Karen Carpenter ont confirmé que l'atmosphère de contrôle s'étendait à tous les détails. Plus Karen connaissait le succès, plus cette emprise se renforçait. Les Carpenter ont continué à sortir des albums, à battre des records de vente et à remporter des prix importants.
tandis que la pression pour maintenir leur image et répondre à des attentes sans fin devenait insupportable. Les premiers signes d'épuisement, de fatigue et de fissures dans la façade ont commencé à apparaître, mais ils ont toujours été cachés ou rejetés. Aucun membre de la famille ou de la direction n'a jamais reconnu ou rendu public ces problèmes. Je me doutais que quelque chose n'allait pas parce qu'elle était terriblement mince. Terriblement mince. Richard était très préoccupé par le fait que Karen souffrait d'anorexie. Elle est allée se faire soigner dans l'Est et elle est revenue en pensant qu'elle était guérie. Derrière l'admiration et les applaudissements se cachait une Karen Carpenter qui perdait lentement le contrôle de sa propre vie. Ces fractures sont devenues de plus en plus visibles, annonçant une série de conséquences graves qui n'allaient pas tarder à se manifester, poussant Karen Carpenter à un point de non-retour. Au début des années 1970, alors que l'image de Karen Carpenter est omniprésente dans les médias internationaux, des signes de problèmes de santé inhabituels commencent déjà à apparaître en coulisses, sous la pression d'une silhouette idéale et d'un emploi du temps chargé. Karen Carpenter a suivi un régime alimentaire strict dès le lycée. En 1973, après avoir regardé une photo de performance et s'être aperçue qu'elle était en surpoids, elle a commencé à réduire sa consommation de nourriture, à boire de l'eau et à faire de l'exercice de manière excessive. En 1975, le poids de Karen n'était plus que de 41 kg. C'est le seuil que les experts médicaux modernes considèrent aujourd'hui comme une alerte rouge pour un adulte ayant une charge de travail comme la sienne. Parallèlement à son régime restrictif, Karen Carpenter utilisait des laxatifs, du sirop d'Ipecac et des hormones thyroïdiennes. Il s'est avéré par la suite que ces médicaments avaient provoqué de graves lésions cardiaques, ce que les dossiers médicaux diffusés dans les années 1970 ne reflétaient pas. Les données des experts ont indiqué que les niveaux de médicaments dans le sang de Karen à certains moments étaient complètement anormaux par rapport au diagnostic officiel. Tout au long de sa carrière, chaque admission à l'hôpital ou séance de conseil psychologique a été cachée aux médias par sa famille ou ses managers. Toute nouvelle concernant son état de santé est rapidement démentie par l'équipe des relations publiques, qui insiste toujours sur le fait que Karen est en bonne santé et prête à se produire à n'importe quel moment. En 1981, Karen Carpenter a finalement admis à Richard Carpenter qu'elle ne pouvait plus contrôler sa santé. Elle a ensuite été hospitalisée à l'hôpital Lenox Hill de New York, où le psychologue Stephen Levenkron l'a traitée pendant 8 semaines par thérapie intraveineuse et soutien psychologique. La prise rapide de 14 kilos pendant cette période a donné de l'espoir à certains membres de la famille. Mais ce processus a encore affaibli le cœur de Karen. Les dossiers médicaux de l'hôpital Lenox Hill ont révélé des incohérences dans les résultats des tests. En particulier, plusieurs pages des documents relatifs à ces analyses de sang ne figuraient pas dans les archives médicales de l'hôpital. L'historique des traitements et les résultats de la surveillance cardiaque de Dr. Names ont été à plusieurs reprises édités ou remplacés par de brèves notes sans grande valeur professionnelle. Les dossiers des hospitalisations antérieures à 1982 manquaient également de cohérence. Les médecins responsables changeaient constamment. Certains ont refusé d'être interrogés et d'autres ont ensuite complètement disparu du secteur médical. Ces faits soulèvent de sérieuses questions quant à une éventuelle interférence avec les dossiers médicaux pour protéger l'image de Karen Carpenter ou pour garder secret son véritable état de santé. À l'extérieur, le management l'a toujours décrite comme dynamique et optimiste, et des producteurs de musique comme Herb Alpert ont affirmé que Karen avait l'air en meilleure santé et plus heureuse que jamais. Entre-temps, les avertissements d'amis et de collègues ont été accueillis par le silence. John Bettis, auteur-compositeur du groupe, a admis que l'anorexie mentale était encore un nouveau concept à l'époque, et que les gens essayaient seulement de faire manger Karen sans comprendre la véritable nature de la maladie. Richard Carpenter a dit que nous ne savions pas comment l'aider. Agnes Carpenter est restée optimiste, estimant que Karen avait seulement besoin de plus de sommeil pour se rétablir. Karen elle-même n'a jamais eu le droit de prendre des décisions sur les options de traitement à long terme. Le public voyait une Karen Carpenter invincible, mais à l'intérieur,
C'était une personne qui subissait des expériences sur son propre corps et dont toutes les tentatives pour se sauver s'avéraient inefficaces. Cette série de signes alarmants a rapidement échappé à tout contrôle, repoussant tout espoir réel de guérison et ouvrant une période d'isolement absolu et de contrôle renforcé autour des derniers efforts de Karen Carpenter. L'encerclement inéluctable. Alors que la santé de Karen Carpenter décline rapidement, ce qui se passe derrière les portes closes de la maison Carpenter devient encore plus secret. Agnes Carpenter, la mère et la matriarche de la famille, est au centre de toutes les décisions, qu'il s'agisse de l'emploi du temps personnel ou de l'orientation de la carrière. La relation mère-fille est passée de l'affection au contrôle. Agnes exerce souvent une pression psychologique, reprochant à Karen et Richard Carpenter de ne pas signer d'autographe pour les fans ou posant des exigences strictes en matière d'image et de comportement. Dans le studio, Richard Carpenter n'est pas seulement un grand frère, mais aussi celui qui détermine la qualité et le rythme du travail. Les descriptions de Richard à leur apogée révèlent un manager dur qui privilégiait les résultats avant tout. Bien que Karen Carpenter soit la chanteuse principale, elle n'a jamais vraiment eu le contrôle de la création. Chaque fois qu'elle essayait d'exprimer sa propre opinion, elle subissait des pressions pour se conformer ou était renvoyée dans le cadre établi. Dans les moments difficiles, Karen Carpenter espérait trouver du soutien auprès d'amis ou de relations personnelles. Pourtant, le mur du silence qui entourait la famille Carpenter était suffisamment fort pour isoler chaque appel à l'aide. Les lettres et les notes envoyées à Cherry Boone O'Neill au sujet de son utilisation de laxatifs ou les conversations avec Dionne Warwick après des revers personnels ne se sont jamais traduites par des actions concrètes. Même ses proches n'ont pas eu la force de briser ce système de contrôle. Les témoignages d'amis et de collègues tels que John Bettis indiquent que quiconque essayait de s'exprimer se heurtait à une forte répression de la part de la famille ou de l'équipe de direction. Le mariage de Karen Carpenter avec Tom Burris est un excellent exemple de l'influence de la famille et de l'environnement. Ils se sont rencontrés en 1980, se sont fiancés 2 mois plus tard et se sont mariés en août de la même année au Beverly Hills Hotel. À l'époque, les médias ont célébré cet événement comme un tournant majeur dans la vie de Karen Carpenter. Mais un peu plus d'1 an plus tard, le couple se sépare. Les papiers du divorce ont été déposés en octobre 1982, date à laquelle la santé physique et mentale de Karen Carpenter avait atteint des niveaux alarmants. Tom Burris a déclaré un jour à la presse « Nous avons toujours pris soin l'un de l'autre, mais la distance créée par la maladie de Karen et mes problèmes financiers nous ont éloignés l'un de l'autre. » De nombreuses sources suggèrent que ce bref mariage a été arrangé en partie pour apaiser les médias et pas répondre aux attentes de la famille plutôt que d'être le résultat d'un choix indépendant de Karen Carpenter. La direction et l'équipe des relations publiques ont également contribué à renforcer le pare-feu de l'information. Paul Block et Gil Friesen se sont régulièrement adressés à la presse, décrivant Karen Carpenter comme une jeune fille optimiste et pleine de vie, soulignant sa bonne santé et démentant toute rumeur défavorable. Les documents personnels, journaux intimes, lettres et notes reflétant l'état émotionnel réel de Karen Carpenter sont restés confidentiels ou n'ont jamais été rendus publics. De nombreuses questions subsistent quant au fait que des documents importants étaient sous le contrôle absolu de la famille ou de la direction, et qu'ils ont même disparu d'archives privées. Toutes les issues possibles étant bloquées, Karen Carpenter s'est retrouvée piégée dans un cycle d'impuissance, de désespoir et de perte, tandis que la famille, les amis et le système de gestion continuaient à garder le silence ou à nier la réalité. Dans cet espace, tous les signes de la tragédie ont atteint un point irréversible, préfigurant une série d'événements funestes que l'industrie du divertissement n'a jamais voulu révéler. La nuit fatidique du 4 février 1983. Karen Carpenter s'est effondrée dans la chambre à coucher de la maison de sa mère à Downey, en Californie. Les informations publiques confirment que c'est Agnes Carpenter qui a trouvé Karen inconsciente et a appelé les secours. Mais en recoupant les différentes sources, de nombreux détails concernant l'heure de la découverte,
L'intervention des secours et les procédures correspondantes ne concordent pas totalement. Les dossiers de l'hôpital communautaire de Downey et les déclarations d'Agnes Carpenter contiennent de nombreuses incohérences. Le personnel médical présent ce jour-là n'a pas été autorisé à donner des interviews et certains ont quitté leur poste par la suite. C'est à ce moment-là que toutes les informations concernant la mort de Karen Carpenter sont devenues plus ambiguës que jamais. Le rapport final du coroner indique que la cause du décès est une cardiotoxicité à l'éméthine due à l'anorexie mentale, avec un taux de glycémie dangereux de 110 mg/dl, soit 10 fois la plage normale. Les analyses de sang ont révélé la présence de laxatifs et de sirop d'IPK, bien que certaines informations relatives à la posologie et à l'utilisation aient été laissées en blanc ou modifiées à plusieurs reprises pendant le stockage. Notamment, certains documents ont été marqués comme modifiés, remplacés ou ont complètement disparu des archives médicales de l'hôpital et des parties concernées. Certains témoins ont décrit des changements inhabituels dans l'esprit et l'apparence de Karen peu avant sa mort, mais personne n'a osé confirmer ces détails publiquement par crainte de pression de la part de la famille Carpenter ou de l'équipe de direction. Les caméras de surveillance du domicile, les journaux intimes de la chambre et les enregistrements de ces dernières séances d'enregistrement ont tous disparu, alimentant les soupçons selon lesquels des efforts délibérés ont été déployés pour contrôler ou effacer toute trace de la tragédie. Les médias internationaux ont rapporté la nouvelle à l'unisson, en suivant un récit unique. Karen Carpenter est décédée des suites de complications liées à un trouble de l'alimentation. Les rapports se contentent de répéter les statistiques publiques, sans qu'aucune enquête indépendante n'ait été menée à l'époque. Les journalistes qui s'étaient rendus à l'hôpital ou aux urgences ce jour-là ne sont jamais réapparus dans la presse, certains quittant la profession ou changeant de carrière pour des raisons obscures. Le premier communiqué de presse de la famille Carpenter a rapidement établi la norme en matière de couverture, ne laissant aucune place aux questions critiques concernant les procédures d'urgence, les dossiers médico-légaux ou l'heure réelle du décès. Les funérailles ont eu lieu le 8 février 1983 à l'église méthodiste unie de Downey. Près de 10 personnes y ont assisté, dont des artistes de renom comme Dionne Warwick, Olivia Newton-John et Petula Clark. La famille Carpenter n'a fait qu'une brève déclaration, sans mentionner les détails médicaux ou le déroulement du traitement. Les documents relatifs à la dernière nuit de Karen Carpenter ont fait l'objet d'une controverse pendant des décennies. En 1986, les mémoires Nowhere to Go But Up de Terry Ellis, un producteur de musique considéré comme le petit ami secret de Karen Carpenter de 1978 à 1980, ont été publiés et ont immédiatement attiré l'attention du public. Dans ce livre, Ellis révèle une relation amoureuse à laquelle la famille Carpenter est fortement opposée. Les plaintes de Karen concernant le contrôle de tous les aspects de sa vie et la disparition mystérieuse de ses notes personnelles et de ses journaux intimes après plusieurs de ses visites. Ces témoignages ont immédiatement déclenché une vague de théories conspirationnistes controversées dans l'opinion publique. L'une d'entre elles suggère qu'un membre de la famille ou un manager aurait délibérément détruit des documents faisant état de la santé, de l'état psychologique et des conflits personnels de Karen Carpenter, notamment des journaux intimes, des lettres manuscrites et des notes privées. Certains pensent que Karen a été soumise à un contrôle médical dans le but d'aggraver son état de santé afin d'étouffer les scandales et de protéger le pouvoir et les biens musicaux de la famille. Le Los Angeles Herald Examiner a notamment cité un ancien enquêteur de scènes de crime qui a déclaré que des pagés du journal avaient disparu de la chambre à coucher avant que les autorités n'aient pu inspecter les lieux. Ann Uter. Plusieurs témoins extérieurs ont confirmé au magazine People qu'ils avaient vu des documents personnels déplacés à la hâte la nuit de l'incident, ce qui renforce les soupçons quant à l'effacement délibéré de toutes les traces liées à la vie privée de Karen Carpenter et à ses secrets inavoués. Derrière les projecteurs se cache la disparition de preuves, de témoins et d'une vérité non résolue. À partir de ce moment, la bataille pour le pouvoir, la mémoire et le contrôle de la réalité d'un ange musical est entrée dans un nouveau chapitre.
Un chapitre où les ombres ne se referment jamais vraiment. Un mystère qui s'étend sur des décennies. Après la mort de Karen Carpenter, son héritage est devenu le centre d'une lutte prolongée pour le contrôle qui dure depuis plus de 40 ans. La famille Carpenter a rapidement créé la Karen A. Carpenter Memorial Foundation, parrainant officiellement des programmes de recherche sur les troubles alimentaires. Sous le couvert de la philanthropie, cette fondation a également permis à la famille de contrôler tous les aspects de l'héritage personnel, des actifs musicaux et de l'image de Karen. Toutes les décisions concernant les chansons de l'album, les contrats d'enregistrement et les programmes d'hommage ont été coordonnés par Richard Carpenter et ses représentants légaux, sans aucune participation extérieure. Les ventes d'albums des Carpenters ont grimpé en flèche après les funérailles, notamment grâce aux rééditions et aux compilations, comme les singles 1969 et 1973, qui continuent de se vendre à des millions d'exemplaires aux États-Unis. La musique du groupe est devenue un symbole mondial de Noël, qui a conservé sa vitalité non seulement parmi les fans de longue date, mais aussi auprès des nouvelles générations grâce aux plateformes de diffusion en continu. L'impact financier et de marque de la disparition de Karen Carpenter est indéniable. Tous les droits d'auteur, redevances et contrats de diffusion étaient directement gérés et entièrement capitalisés par la famille. Les archives montrent que de nombreux contrats musicaux ont été renégociés avec des bénéfices nettement plus élevés à la suite de la tragédie. Dans les années qui ont suivi, tout projet susceptible de révéler les aspects cachés de l'image publique de Karen Carpenter a été interrompu par des mesures juridiques ou la pression des médias. Le documentaire Superstar, The Karen Carpenter Story, réalisé en 1987 par Todd Haynes, qui osait aborder les théories du complot, le contrôle familial et la maladie sous-jacente, a été immédiatement poursuivi pour violation des droits d'auteur par Richard Carpenter, ce qui a entraîné l'interdiction de sa distribution et en a fait un film culte underground. Par la suite, des documentaires tels que Close to You Remembering the Carpenters, 1997, Only Yesterday, The Carpenter's Story, 2007, et des livres comme Little Girl Blue, 2010, et Carpenters, The Musical, Legacy 2021 ont tous été confrontés à des débats de censure sur l'authenticité et la pression exercée par la famille. Chaque fois que les médias ont abordé des sujets tels que la maladie, les coulisses ou des détails inédits sur la mort de Karen Carpenter, Richard Carpenter et ses représentants légaux ont toujours réagi avec force. Sous la surface d'un héritage musical immortel se cache un puissant système de contrôle de la mémoire, qui transforme chaque histoire de Karen Carpenter en un produit médiatique préformé. Les documents personnels, les enregistrements, les journaux intimes ou les projets de recherche plus approfondis ne sont accessibles que par l'intermédiaire de la famille, sans droit indépendant de vérification ou de publication. L'opinion publique. Les journalistes indépendants et les universitaires reconnaissent tous ce flux d'informations unilatérales où chaque détail gênant ou suspect est supprimé. La musique de Karen Carpenter continue d'inspirer des artistes comme Madonna, Taylor Swift, Beyoncé, Adele et bien d'autres. Mais l'ombre du contrôle et les mystères non résolus qui entourent sa mort font que son héritage reste à jamais recouvert d'un voile impénétrable. De nouvelles générations découvrent la musique des Carpenter, mais peu ont la chance d'accéder à la vérité inédite sur le destin de Karen Carpenter. Richard Carpenter lui-même, en tant qu'autorité suprême de la marque Carpenters, apparaît souvent dans les programmes d'hommage comme le seul porte-parole, façonnant à la fois la mémoire publique et la documentation scientifique du groupe. Par-dessus tout, les batailles juridiques en cours, les conflits sur la mémoire, la censure de l'information et le pouvoir commercial n'ont pas seulement déformé la vérité, mais ont transformé Karen Carpenter en un symbole du côté obscur de l'industrie du divertissement. Un lieu où une voix peut vivre éternellement, mais où la vérité reste enfouie sous des couches de pouvoir. Chaque année à Noël, la musique de Karen Carpenter est entendue dans le monde entier, mais derrière elle se cache une lutte sans fin pour le droit de contrôler son héritage. Son histoire, sa mémoire et la vérité sur un ange qui n'a jamais trouvé le repos véritable.
Si l'histoire de Karen Carpenter vous fait réfléchir sur les faces cachées de l'industrie du divertissement et sur la valeur réelle qui se cache derrière les projecteurs, faites-nous part de vos réflexions ci-dessous. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour d'autres enquêtes sur les plus grandes icônes de la musique.